La Russie était convaincue d'avoir enfin percé l'Ukraine un jour. La stratégie était d'une simplicité brutale, inonder le ciel de centaines de drones bon marché chaque nuit, submerger les défenses aériennes, épuiser les stocks de missiles, détruire les infrastructures et user impitoyablement la population. Pendant un certain temps, cela a fonctionné, mais l'Ukraine vient de déclencher quelque chose que personne n'avait vu venir. Pas la Russie, pas l'OTAN, pas le Pentagone. Ils ont pris un avion vieillissant, un avion plus vieux que les pilotes qui le pilotent, totalement inadapté au combat, une relique que n'importe quelle autre armée sur Terre aurait envoyée à la casse depuis des décennies, ou laissée rouiller sur une piste oubliée. Ils l'ont ressuscité pour en faire l'une des machines tueuses de drones les plus mortelles et les plus efficaces en opération dans n'importe quelle zone de guerre sur la planète à l'heure actuelle. Et l'humiliation ultime, malgré leurs énormes batteries de S-400, leurs missiles de croisière dévastateurs et leurs contrats de défense se chiffrant en milliards de dollars, la Russie n'a absolument aucune réponse face à cela. Restez avec nous, car ce que l'Ukraine a construit ici va changer la façon dont toutes les armées sur Terre envisagent la défense aérienne, et tout a commencé avec un avion de 1969. Nous ne nous contentons pas de vous lire les gros titres, nous vous expliquons ce qui se passe réellement, en profondeur avec des données et avec une vision stratégique complète. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, c'est exactement le genre d'histoire que nous sommes là pour raconter. Commençons par le problème. Car pour comprendre à quel point la solution de l'Ukraine est extraordinaire, il faut d'abord comprendre l'ampleur de la menace. La Russie produit des drones Shahed, les drones kamikazes de conception iranienne qui sont devenus l'arme de choix de Moscou contre les villes, les centrales électriques et les infrastructures hydrauliques ukrainiennes à un rythme d'environ 5000 par mois. 5000 chaque mois, et ce chiffre n'est pas stable. La Russie a annoncé son intention de presque tripler ce taux de production, ce qui porterait la production mensuelle à 15 000 ou plus. Cela représente 500 drones par jour, plus de 20 par heure, à chaque heure, 24 heures sur 24. Selon une analyse publiée par Inside Unmanned Systems, au début de 2026, la Russie avait lancé plus de 54 000 drones de type Shahed au cours du conflit. 54 000, ce n'est pas une campagne. C'est une guerre aérienne industrielle. Et cela soumet le système de défense aérienne de l'Ukraine à un niveau de pression soutenu qu'absolument aucune doctrine militaire dans l'histoire n'a été conçue pour absorber. Maintenant, réfléchissez à ce qu'il en coûterait à l'Ukraine pour les arrêter en utilisant des méthodes conventionnelles. Un missile solaire standard, du type de ceux que l'Ukraine utilise depuis les premiers jours de la guerre, coûte entre un demi-million et plus d'1 million de dollars par tir. Un drone Shahed coûte à la Russie entre 20 000 et 50 000 dollars à fabriquer et à lancer. Ces mathématiques ne fonctionnent pas. Ces mathématiques n'ont jamais fonctionné. Si l'Ukraine tire un missile à 1 million de dollars chaque fois que la Russie lance un drone à 50 000 dollars, la Russie gagne à la guerre sans jamais avoir besoin de remporter une seule bataille. Elle met simplement l'Ukraine en faillite, une interception à la fois. Les commandants militaires ukrainiens ont compris cette asymétrie très tôt, et au lieu de simplement demander aux partenaires occidentaux des missiles plus coûteux à gaspiller, ils ont commencé à réfléchir aux problèmes différemment. Ils ont posé une question différente, non pas comment abattons-nous plus de drones, mais comment abattons-nous plus de drones pour moins cher, plus rapidement, de manière plus fiable, en plus grand nombre, avec les ressources que nous avons déjà. Cette question a conduit à une percée qui réécrit les règles de la défense aérienne moderne. Et le héros improbable au centre de tout cela est un petit avion turbopropulsé bimoteur qui a effectué son premier vol il y a 57 ans, l'Antonov An-28. Si vous en avez jamais entendu parler, vous n'êtes pas seul. C'est pas un avion célèbre, c'est pas un avion de chasse, ni un bombardier furtif, ni même de loin glamour. C'est un avion de transport utilitaire à courte distance. Le genre d'avion qui a passé la majeure partie de sa vie opérationnelle à transporter du fret, du courrier, de petits groupes de passagers entre des pistes d'atterrissage isolées dans des endroits où de plus gros avions ne peuvent tout simplement pas atterrir. Près de 200 ont été construits au fil des ans. Aujourd'hui, à peine une douzaine restent opérationnels dans le monde. Quelques-uns en service commercial en Russie, en Arménie et au Tadjikistan, une poignée à usage militaire en Géorgie, en Tanzanie et en Ukraine. Rien dans les spécifications de conception originale de l'An-28 ne suggère des armes. Pas de point d'emport pour des missiles, pas de support de canon, pas de système de contrôle de tir, pas de radar de ciblage, juste un petit avion pratique et fiable qui fait son travail discrètement et sans faire de vagues. Et c'est précisément ce qui rend ce que l'Ukraine a fait avec lui si extraordinaire. Car lorsque les ingénieurs militaires ukrainiens ont regardé l'An-28, ils n'ont pas vu un vieil avion utilitaire ennuyeux, ils ont vu une plateforme, ils ont vu une solution, ils ont vu un moyen d'attaquer les drones russes auxquels personne d'autre n'avait pensé.
parce que personne d'autre était assez désespéré ou créatif pour regarder un avion cargo de 1969 et se dire « ça pourrait être une arme ». C'est ce qui sépare l'armée ukrainienne de presque toutes les autres forces armées sur Terre en ce moment. Pas seulement son courage, pas seulement sa volonté de se battre, mais sa volonté d'examiner des ressources que tout le monde a radiées et de se demander ce qu'elles peuvent réellement faire. L'Ukraine ne gaspille rien, elle ne retire pas des équipements simplement parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils n'ont pas été conçus pour le combat. Elle réutilise, elle reconstruit, elle réinvente, et ce faisant, elle continue de trouver des moyens de frapper bien au-dessus de sa catégorie contre une machine militaire qui possède plus de presque tout. Plus de chars, plus de missiles, plus de bombes, plus de drones, plus d'hommes. Lorsque vous affrontez un tel adversaire, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser le moindre atout être gaspillé. Le monde a eu un premier aperçu de ce que l'Ukraine avait fait avec l'an 28 en février 2026, comme l'a rapporté The War Zone et l'a vérifié de manière indépendante Noël Report. Des images diffusées sur la chaîne de télévision française TF1 montraient l'un de ces avions lors d'une mission de combat nocturne active, et ce que les téléspectateurs ont vu monter sur la porte de sa cabine était quelque chose auquel personne ne s'attendait. Un minigun de type Gatling à 6 canons, plus précisément un minigun de Follett fabrication américaine, l'une des armes rotatives les plus performantes jamais construites. Parlons de ce que ce minigun fait réellement. Les chiffres sont stupéfiants. Le M30-34 est capable de tirer entre 3000 et 6000 coups par minute. C'est 50 à 100 balles chaque seconde. Il a fait ses preuves au combat dans des applications aériennes remontant à la guerre du Vietnam où il équipait de série la canonnière AC-47 Spooky. Historiquement, il était utilisé pour déchiqueter des cibles au sol. L'Ukraine a eu une idée complètement différente. L'Ukraine l'a pointé vers le ciel. Comme l'a rapporté le New York Times dans son article de mai 2026 sur l'avion, et confirmé de manière indépendante par United 24 Media et Drone XL, les images de TF1 ont révélé autre chose qui a laissé les analystes militaires sans voix. Sous le cockpit de l'An-28, l'équipage avait peint des marques de destruction. De petites silhouettes de drones d'attaque à longue portée de type Shahed et Gérant. Une silhouette pour chaque destruction confirmée. Au moment où TF1 l'a filmé, il y en avait 115. 2 étaient peintes en jaune, ce qui signifierait un nombre de destructions particulièrement élevé lors de ces engagements spécifiques. Au moment où le New York Times a publié son rapport complet en mai 2026, le bilan était passé à 222 destructions de drones confirmées en utilisant uniquement le minigun. Et surtout, comme l'a noté le New York Times, chaque interception utilisant le M30-34 coûte environ 500 $ en munitions, pas 500 000. Contre une cible qui coûte à la Russie jusqu'à 50 000 $ à produire et à lancer. C'est un ratio coût-échange allant jusqu'à 100 pour 1 en faveur de l'Ukraine. Laissez ce chiffre faire son chemin. Mais c'est ici qu'il faut parler des personnes derrière ces chiffres, car il ne s'agit pas d'une unité militaire professionnelle opérant depuis une base aérienne fortifiée avec un soutien logistique complet. L'équipage de l'An-28 est entièrement composé de civils volontaires, des hommes qui sont exemptés de la conscription militaire conventionnelle, mais qui ont choisi de leur plein gré de monter dans un avion turbopropulsé de l'ère soviétique, non blindé et non camouflé, et d'effectuer des missions de combat de nuit au-dessus d'un pays attaqué par des drones désormais de plus en plus équipés de missiles RR. Comme l'a rapporté Drone XL, citant le pilote ukrainien et documentariste bénévole public Fatkulen, l'équipage opère selon une discipline opérationnelle spécifique. Fatkulen, qui est devenu le visage public de plusieurs des programmes d'aviation improvisés, les plus extraordinaires d'Ukraine, a déclaré face caméra que la règle est simple, abattre le drone au-dessus d'un terrain non peuplé. Certaines interceptions obligent l'équipage à suivre un Shahed pendant 5 à 7 minutes, l'accompagnant dans le ciel jusqu'à ce qu'il quitte une zone résidentielle avant de l'engager. Ce genre de jugement, cette discipline appliquée dans des conditions de combat nocturne depuis un avion non blindé, témoigne de quelque chose qu'aucun budget militaire ne peut se procurer directement. Cela témoigne d'un caractère. Maintenant, parlons de la façon dont l'équipage opère réellement. Car le système qu'ils ont construit est plus sophistiqué qu'on ne pourrait le penser. L'An-28 ne vole pas à l'aveugle. Il est en communication constante avec les contrôleurs de la défense aérienne au sol qui surveillent l'espace aérien ukrainien en temps réel, suivant les mouvements des essaims de drones russes en approche et dirigeant l'avion vers les couloirs d'interception. À bord, chacun des 4 membres d'équipage a un rôle spécifique. Il y a un opérateur de caméra qui surveille un flux infrarouge en direct, balayant le ciel, environnant à la recherche des signatures thermiques des drones en approche. Il y a le pilote qui manœuvre selon les instructions de l'équipage. Il y a un tireur dédié équipé de lunettes de vision nocturne dont la seule fonction est d'engager les cibles dès qu'elles entrent à portée.
Et il y a un quatrième membre d'équipage qui gère les tâches de soutien, dégageant les enrayages, gérant les munitions, fournissant une observation supplémentaire. Ensemble, ils ont construit une capacité de combat à partir de presque rien. Et puis l'Ukraine l'a rendu encore meilleur. En avril 2026, Fatkulen a partagé de nouvelles images de l'an 28 et ce qui y était monté avait radicalement changé. Comme l'a d'abord rapporté The Warzone le 24 avril et confirmé par Militarny et Asofrep, l'avion avait été équipé de points d'emport sous les ailes. Des pylônes de montage structurel fixés à chaque aile, transportant 2 types différents de drones d'interception. L'an 28 avait été transformé d'une canonnière en une plateforme aéroportée de lancement de drones. Le premier avion au monde dédié à la chasse aux drones a transporté et a déployé également des intercepteurs de drones en vol. Les 2 systèmes désormais confirmés de manière opérationnelle sur l'an 28 sont le Skyfall P1 Sun et le Merops AS-3 Surveyor, et ils représentent 2 outils très différents construits pour résoudre le même problème. Commençons par le P1 Sun, car cet intercepteur est l'une des réalisations industrielles les plus remarquables de l'Ukraine dans toute la guerre. Construit par la société ukrainienne de technologie de défense Skyfall sur une cellule modulaire partiellement imprimée en 3D, le P1 Sun est petit, léger et extraordinairement rapide. En vitesse de croisière, il se déplace à environ 300 km/h. Lorsqu'il se rapproche d'une cible, il peut atteindre 450 km/h, soit environ 280 mph. Comme l'ont confirmé Militarny et Tech Radar, il peut opérer à des altitudes allant jusqu'à 16 400 pieds, ce qui lui donne un plafond supérieur à la plupart des profils de croisière des Shahed. Et il offre une autonomie de vol de 14 minutes à pleine charge utile. La cellule modulaire imprimée en 3D signifie qu'il peut être produit rapidement à grande échelle, sans les exigences d'outillage complexe de la fabrication aérospatiale conventionnelle. Et voici le chiffre qui change tout. Le P1 Sun coûte environ 1 000 $ l'unité. 1 000 $. Les drones russes Shahed coûtent entre 20 000 et 50 000 $ chacun. Chaque fois qu'un P1 Sun détruit un Shahed, l'Ukraine remporte une bataille financière par une marge de 20 contre 1 ou 50 contre 1 selon la. Comme l'a révélé Anna Avrilyuk, conseillère du ministre de la Défense ukrainien Mikhailo Fedorov, lors du European Business Summit, et comme l'ont rapporté Asofrep et Euromaidan Press, les intercepteurs P1 Sun ont détruit plus de 3000 Shahed russes rien qu'en 2026, avec un coût global moyen par destruction d'environ 3 000 $. Skyfall, selon le même rapport, fabrique actuellement 2 à 3 fois la demande intérieure de l'Ukraine et se positionne déjà comme un exportateur vers les États-Unis et les États du Golfe. Le deuxième intercepteur sur les points d'emport de l'an 28 est le Merops AS-3 Surveyor, et celui-ci a une histoire qui s'étend bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Développé par Perennial Autonomy, une entreprise de défense basée en Californie anciennement connue sous le nom de Project Eagle, la S3 a été conçue pour un profil de menace différent de celui du P1 Sun. Là où le P1 Sun est optimisé pour la vitesse et un coût minimal, la S3 a été conçue pour traiter des drones russes plus coriaces et plus performants, notamment les variantes Gérant 3 à réaction plus récentes qui sont trop rapides pour que le minigun puisse les engager de manière fiable. La S3 Surveyor transporte une charge explosive de 2 kg, explosant soit par impact direct, soit par fusée de proximité, suffisamment près pour déchiqueter une cible avec le rayon de l'explosion. Il atteint des vitesses de pointe d'environ 280 km. Sa portée opérationnelle s'étend à environ 20 km, soit environ 12 000. Ce qui le rend particulièrement redoutable, c'est son système de guidage embarqué par intelligence artificielle, qui permet aux drones de suivre et d'intercepter des cibles de manière totalement autonome, sans aucune intervention humaine dans la boucle de contrôle, en utilisant des capteurs embarqués pour classer les menaces et exécuter l'engagement de manière indépendante. Le bilan de combat de la S3 est extraordinaire. Comme l'a rapporté Inside Unmanned Systems et confirmé par Army Recognition, les forces ukrainiennes ont déployé le Merops pour la première fois contre des Shahed russes en juin 2024. En novembre 2025, plus de 1000 interceptions confirmées avaient été enregistrées via le système de gestion du champ de bataille du contrôle des missions en Ukraine. Au début de 2026, Business Insider rapportait près de 1900 interceptions réussies et un taux de réussite revendiqué d'environ 95% contre les cibles de type Shahed. Le général de brigade Curtis King, commandant du 10e commandement de défense aérienne et antimissile de l'armée de terre des États-Unis, a déclaré aux journalistes lors d'un exercice d'entraînement à tir réel à Nadarzyce, en Pologne, en novembre 2025, que le système Merops était, selon ses propres mots, très létal et nous permet de détruire efficacement et à un coût bien moindre. L'adoption internationale de ce système s'accélère désormais.
Comme l'a rapporté Defense News en mai 2026, la Lituanie est devenue le dernier membre de l'OTAN à acheter le système MROPS, acquérant 48 intercepteurs le 22 avril par le biais d'une procédure d'urgence sans appel d'offres. Un processus qui, selon le secrétaire de l'armée Dan Driscoll devant les législateurs du Congrès, n'a pris que 8 jours de la décision au déploiement. 8 jours. Comme l'a noté Defense News, c'est un rythme qui aurait auparavant pris des années selon les délais normaux d'approvisionnement du Pentagone. La Pologne et la Roumanie ont également déployé le système le long du flanc et de l'OTAN. Et comme l'a rapporté Inside Unmanned Systems, l'armée américaine a maintenant déployé le MROPS au Moyen-Orient pour contrer la menace des Shahed iraniens là-bas, appliquant directement la logique d'échange de coups prouvés pour la première fois dans l'espace aérien ukrainien à un deuxième théâtre de guerre. Le laboratoire du champ de bataille ukrainien a, en d'autres termes, produit un système d'armes que la plus puissante alliance militaire de l'histoire de l'humanité adopte actuellement à une vitesse d'urgence. Faisons une pause un instant, car nous voulons nous assurer que vous recevez toutes les mises à jour au fur et à mesure que cette histoire se développe. Cliquez sur s'abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications. C'est une histoire qui évolue de semaine en semaine. Et les développements que nous sommes sur le point d'examiner, les implications stratégiques, les projections futures, ce que cela signifie pour l'OTAN et pour l'avenir de la guerre, ce sont exactement les types d'analyses que nous livrons en profondeur chaque semaine. Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles le lancement d'intercepteurs à partir d'une plateforme aéroportée est tellement plus efficace que de les lancer depuis le sol, parce que les avantages techniques ici sont véritablement profonds et méritent d'être examinés attentivement. Le premier avantage est l'altitude. Lorsqu'un intercepteur est lancé depuis le sol, il est immédiatement confronté à un problème physique. Un drone Shahed filant vers une ville ukrainienne vole à plusieurs milliers de pieds. Un intercepteur lancé depuis le sol doit d'abord passer de précieuses secondes, parfois de précieuses minutes, à grimper jusqu'à cette altitude avant même de pouvoir commencer sa course d'interception. Cette montée consomme l'énergie de la batterie, réduit la vitesse disponible et rétrécit la fenêtre d'interception. L'an 28 élimine entièrement ce problème. L'avion est déjà en l'air, déjà en altitude, déjà dans la zone opérationnelle où la menace se déplace. Lorsque les contrôleurs au sol signalent un contact de drone et que l'opérateur de caméra acquiert une signature thermique sur l'écran infrarouge, l'équipage libère un intercepteur qui est déjà à l'altitude d'engagement et ne nécessite que quelques secondes pour couvrir la distance jusqu'à sa cible. Comme l'a rapporté TechRadar, le lancement depuis une altitude donne également à l'intercepteur une énergie cinétique supplémentaire, étendant sa portée effective et améliorant sa vitesse de rapprochement contre des cibles plus rapides. Les images d'avril 2026 diffusées par Fat Collen le montrent précisément. Un P1 Sun quitte le point d'emport, couvre la distance jusqu'à un Shahed, explose et le drone russe disparaît. L'engagement entier prend quelques secondes. Le deuxième avantage est le temps de flanage. Par conception, les drones d'interception ont une courte durée de vie. Ils sont rapides et mortels, mais ce ne sont pas des machines d'endurance. La plupart ne peuvent rester en l'air que quelques minutes avant d'épuiser leur alimentation électrique. Cela signifie que l'Ukraine ne peut pas simplement lancer un essai d'intercepteur et les laisser patrouiller dans une zone en attendant que des menaces apparaissent. Ils doivent être déployés de manière réactive, ce qui signifie qu'il y a toujours une course contre la montre une fois qu'un contact est détecté. L'an 28 résout ce problème de fond en comble. En tant que véritable avion doté de véritables réservoirs de carburant, il peut rester en station au-dessus d'une infrastructure critique, d'une centrale électrique, d'un barrage, d'un nœud ferroviaire pendant des heures, offrant une capacité de patrouille aérienne de combat permanente qui n'existait auparavant que dans le contexte d'avions de chasse coûteux. Maintenant, elle est fournie par un avion cargo modifié transportant des drones à $1000. Le troisième avantage est la polyvalence. Les points d'emport que l'Ukraine a ajoutés à l'an 28 ne sont pas fixés à un type d'arme spécifique. Comme l'a rapporté The War Zone et confirmé par Ukraine Today, l'avion comporte au moins 3 points de montage sous chaque aile. Un espace pour jusqu'à 6 intercepteurs par sortie dans la configuration actuelle. Selon la menace attendue, les équipages peuvent mélanger des intercepteurs P1 Sun pour les attaques de Shahed à haut volume avec des AS-3 Surveyors pour des cibles plus rapides ou plus performantes. Les ingénieurs ukrainiens pourraient théoriquement développer encore davantage la plateforme en y ajoutant des nacelles de roquettes, des supports de canons supplémentaires ou des types d'intercepteurs entièrement nouveaux au fur et à mesure qu'ils sont développés et déployés. La plateforme évolue avec la menace. Le quatrième avantage, et peut-être le plus important sur le plan pratique dans le contexte de cette guerre, est la capacité de décollage et d'atterrissage court de l'an 28. Cet avion a été conçu pour opérer à partir de petites pistes d'atterrissage non préparées. Il n'a pas besoin d'une longue piste,
Il n'a pas besoin d'une grande base aérienne avec des infrastructures renforcées. Il peut opérer à partir d'un champ, d'un tronçon de route ou d'une piste de fortune taillée dans la campagne. Dans un pays où les frappes de missiles russes ont endommagé ou détruit de nombreux aérodromes militaires principaux, cette capacité n'est pas une commodité, c'est une nécessité stratégique. L'Ukraine peut baser ses AN-28 presque n'importe où, ce qui signifie qu'elle peut répondre aux menaces de drones presque n'importe où. Et maintenant, considérez l'effet combiné de tout cela. Le rôle du minigun, 500 $ par destruction, jusqu'à 6000 coups par minute, 222 destructions confirmées, et c'est pas fini. Le rôle du drone d'interception, confirmé, et c'est pas fini. Le rôle confirmé, $ par destruction de P1-Sun, permettant des engagements au-delà de la portée visuelle contre les variantes Gérant 3, à réaction que le minigun ne peut pas atteindre. Les deux modes fonctionnant simultanément à partir de la même plateforme. Comme l'a noté l'analyse de DroneXL, citant directement Fatkulen, le P1-Sun peut être considéré comme un missile air-air bon marché, une description qui recadre tout le concept. L'Ukraine n'a pas construit un système d'armes, elle a créé une nouvelle catégorie d'armes. Une plateforme aéroportée anti-drone, multimodale, à faible coût et à forte létalité, construite à partir d'un avion cargo de 1969 et de composants disponibles dans le commerce, exploitée par des civils volontaires et déployée au combat actif plus rapidement que la plupart des nations ne peuvent terminer une étude d'acquisition. L'armée des États-Unis, avec le plus gros budget de défense de l'histoire de l'humanité, ne dispose pas actuellement d'un système équivalent. Il n'y a pas de plateforme opérationnelle américaine qui combine le flanage aéroporté, le tir direct par minigun et la capacité d'interception à lancement aérien dans un seul ensemble rentable comme le fait désormais l'AN-28. Réfléchissez à ce que cela signifie. Un pays qui se bat pour sa survie avec une fraction des ressources de n'importe quelle grande puissance a surpassé l'établissement militaire le plus puissant de la Terre en matière d'innovation dans l'un des domaines les plus critiques de la guerre du XXIe siècle. Maintenant, prenez du recul car l'AN-28 n'existe pas de manière isolée. C'est un élément d'un écosystème de défense aérienne à plusieurs niveaux, en évolution rapide, que l'Ukraine construit en temps réel, sous le feu, à une vitesse extraordinaire. Le réseau de défense aérienne de l'Ukraine d'aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'il était il y a 3 ans. Ce ne sont plus seulement des systèmes radars et des batteries de missiles solaires. C'est une architecture à plusieurs niveaux qui combine des unités d'interception terrestre mobiles, des tourelles autonomes alimentées par l'IA capables de cibler et d'engager des drones sans intervention humaine, des systèmes à énergie dirigée, notamment des émetteurs de micro-ondes capables de perturber l'électronique des drones sans tirer un seul coup de feu, et maintenant des plateformes de lancement aéroportées comme l'AN-28. Ces systèmes transmettent des données aux contrôleurs au sol centralisé qui coordonnent la défense en temps réel via le système de gestion du champ de bataille, du contrôle des missions d'Ukraine. Les couches se renforcent mutuellement. Chacune gère ce que les autres ne peuvent pas. La couche des drones d'interception est devenue particulièrement critique, non seulement parce que les intercepteurs sont bon marché rapide, mais parce qu'ils permettent à l'Ukraine de préserver ses atouts les plus précieux et les plus difficiles à remplacer, ces missiles solaires à longue portée, pour les menaces qui les nécessitent réellement. Lorsqu'un P1-Sun abat un Shahed pour 1000 $, l'Ukraine n'a pas besoin de tirer un intercepteur Patriot qui coûte 2 millions. Ce Patriot reste dans le lanceur, prêt pour l'ogive balistique ou le missile de croisière, qui justifie réellement la dépense. Comme l'a rapporté Defense News en mai 2026, les intercepteurs ukrainiens ont détruit plus de 70% des Shahed s'approchant de Kiev ces derniers mois, libérant ainsi les rares munitions Patriot pour leur rôle prévu. L'Ukraine diversifie également continuellement les types d'intercepteurs qu'elle déploie. Le P1-Sun, le Sting, le Xerov 8, un intercepteur quadrotor utilisant une IA avancée pour traquer et détruire les Shahed de manière totalement autonome. Chaque système a des caractéristiques différentes, des profils opérationnels différents, des atouts différents. La Russie ne peut pas construire une seule contre-mesure électronique ou physique qui les vainque tous simultanément. Ce sont des systèmes différents, ce sont des problèmes différents, et ils sont tous opérationnels en même temps. L'Ukraine étant également le concept de la plateforme de lancement aéroportée elle-même. Comme l'ont noté les analystes de la défense cités par de nombreux médias, l'Ukraine explore déjà l'application du même principe à d'autres avions. Des hélicoptères de transport, des avions d'entraînement Yak-52 et de potentielles plateformes mer sans pilote qui pourraient transporter et déployer des intercepteurs dans l'espace aérien contesté sans mettre l'équipage en danger. La trajectoire ici est claire. L'Ukraine construit une capacité d'intercepteurs aéroportés distribués à plusieurs niveaux et multiplateformes qui n'a pas de précédent direct dans l'histoire de la défense aérienne.
Et elle le fait non pas dans un laboratoire en temps de paix, mais au milieu de la plus grande campagne de drones de l'histoire de la guerre. Et du côté britannique, comme l'a confirmé le ministère ukrainien de la Défense en novembre 2025, l'Ukraine et la Grande-Bretagne ont signé un accord de licence pour la production nationale britannique à grande échelle de drones d'interception ukrainiens, avec des plans pour fabriquer plusieurs milliers d'unités par mois au Royaume-Uni pour livraison à la défense aérienne ukrainienne. Cet accord signifie que la technologie des drones d'interception ukrainiens est maintenant industrialisée par un membre de l'OTAN sur le territoire de l'OTAN. Le transfert de l'innovation du champ de bataille vers une capacité à l'échelle de l'Alliance se fait en temps réel. L'Ukraine l'a compris en premier, avec un avion cargo converti que la plupart des forces aériennes auraient envoyé dans un musée, piloté par des civils volontaires, transportant des drones bon marché. L'Ukraine l'a compris en premier. Et ce qui a commencé avec 115 silhouettes peintes sur le nez d'un vieil An-28 est devenu quelque chose sur lequel les secrétaires de l'armée témoignent devant le Congrès et que les alliés de l'OTAN achètent lors de cycles d'approvisionnement d'urgence. D'après les derniers rapports de mai 2026, l'An-28 a enregistré 222 destructions confirmées avec le minigun. Le nombre de destructions par drone d'interception est toujours en cours de compilation et n'a pas été rendu public. Le Pensun Skyfall, à lui seul, a détruit plus de 3000 drones russes depuis début 2026 sur toutes les plateformes. Le MROP AS-3 a enregistré près de 1900 interceptions en Ukraine. Ces chiffres ne sont pas statiques, ils augmentent chaque nuit. La Russie a envoyé 54 000 drones pour briser la volonté de l'Ukraine. L'Ukraine a répondu en transformant un turbopropulseur de 1969 en une plateforme aéroportée de chasse aux drones que le Pentagone étudie désormais pour la reproduire. Si ce n'est pas l'un des exploits d'innovation militaire les plus remarquables de l'histoire moderne, il est difficile de savoir ce qu'il serait. Et voici la dernière réflexion qui mérite qu'on s'y attarde. Chaque transformation dans l'histoire de la guerre, de l'étrier au char en passant par le porte-avions, a d'abord été rejetée par les puissances établies jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'ignorer. L'essai de drone a déjà dépassé ce stade. L'intercepteur aéroporté lancé depuis un avion civil reconverti est la réponse qui a émergé de la nécessité, de l'ingéniosité, du refus d'accepter que les seules solutions soient celles qui proviennent de budgets d'approvisionnement, se chiffrant en milliards de dollars. L'Ukraine n'a pas demandé la permission de le construire, elle l'a simplement construit et le monde est maintenant en train de rattraper son retard. Si c'est ce type d'analyse approfondie que vous venez chercher ici, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. Chaque semaine, nous décryptons les histoires derrière les gros titres avec les données, le contexte et le cadre stratégique qu'elles méritent. Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que le concept de plateforme d'intercepteur aéroporté est quelque chose que les armées occidentales adopteront à grande échelle? L'Ukraine peut-elle soutenir ce rythme d'innovation alors que la Russie intensifie encore ses attaques? Et que signifie ce modèle pour l'avenir de la défense aérienne à l'échelle mondiale? La discussion se passe dans les commentaires, nous lisons tout le monde. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'évolution de la situation. Des chaînes de production à Kiev, aux salles d'approvisionnement à Washington, en passant par une piste d'atterrissage quelque part en Ukraine, où un équipage civil de 4 personnes charge les points d'emport et se prépare pour une autre nuit dans le ciel. Merci d'avoir regardé.